journée, je vais vous parler Je vais vous parler un peu de paysage et d'archives sédimentaires. Finalement, on va plutôt dans une discussion qui va suivre, qui aurait pu être mise à la suite de Jean-Pierre sur la lecture des archives sédimentaires, ce qu'elles peuvent nous raconter sur l'évolution des paysages. Alors, je n'avais pas imaginé mettre ça, finalement j'ai un petit peu modifié parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de dégradation des sols, mais on n'a pas forcément parlé beaucoup quantitativement de ce que ça voulait dire la dégradation des sols. Alors, on a sorti quelques données qui replacent en fait finalement ce que c'est la dégradation à l'échelle mondiale et ce qu'est la dégradation des sols cultivés vis-à-vis des sols qui sont vus en contexte naturel. Et donc là, on est sur des valeurs des contextes de culture, avec des valeurs qui varient entre 0,1 mm par an à 10 mm par an en moyenne, et que l'on doit comparer par rapport aux valeurs qui sont mises en contexte naturel, qui sont très faibles. Et donc, on est sur des ordres de grandeur qui sont 2 fois 10, fois 100, en fait, sur les sols qui sont mis en culture. Alors, on a des sols qui s'érodent très vite, mais ce qui est surtout important, c'est de regarder, de comparer en fait la vitesse de formation des sols par rapport à la vitesse à laquelle ces sols se dégradent. Et donc, on a inventé cette notion de vitesse de sol, de vitesse tolérable des sols. Ici, pour regarder à l'échelle humaine, finalement, si les stocks disparaissent, ou finalement, si cette érosion, au regard des vitesses de formation, c'est pas très grave. Et il se trouve que, alors, on va trouver une bibliographie avec des valeurs qui sont assez variables, mais les vitesses tolérables, ici, sont de l'ordre au mieux de 0,1 mm par an, c'est-à-dire elles sont estimées comme au de la tonne par hectare par an, l'ordre de grandeur, alors que, voilà, je vous ai dit que finalement, les vitesses d'érosion des sols cultivés, on est sur 1 mm par an. Donc, ça va vraiment très vite. Alors, juste pour comparaison aussi, on parlait des sols continents, je vous montrerai aussi quelques valeurs des vitesses des sols viticoles. Les sols viticoles à 1 mm par an, si on compare, c'est les Alpes. Donc la Bourgogne, quand on regarde en termes de dynamique sédimentaire, finalement, c'est les Alpes. Ça nous dit les Alpes, même certaines parties de l'Himalaya, en termes de vitesse d'érosion. OK, donc on a un premier constat, c'est que les sols se dégradent très vite. Et le constat qui est plutôt alarmant, c'est qu'il s'érode plus vite qu'une se forge. Et ça, c'est à l'échelle évidemment mondiale. Ensuite, on a parlé de dégradation et d'utilisation des terres. Sur les terres qui ont été utilisées, là aussi, j'utilise des synthèses qui ont été expressément proposées. On a 33% de la proportion des terres arables qui sont modérément ou gravement dégradées. Donc là, je suis en train de miner complètement aussi l'auditoire qui est déjà complètement fatigué. Et qu'on a 13% de la surface des terres arables qui sont déjà complètement menacées. C'était pour juste deux petits compléments. Oui, non, mais voilà, non, mais je voulais repasser aussi l'aspect actuel pour regarder le futur et puis regarder ce qui nous dit dans le passé vis-à-vis de ce qui se passe actuellement. Alors, est-ce que les sols viticoles, c'est un cas particulier de tout ça? Donc là, en fait, vous avez une synthèse qui a été proposée il n'y a pas très longtemps sur des vitesses d'érosion dans différents types de contextes et on retrouve en fait ces mêmes valeurs, donc 1-2 mm par an maxi, avec des valeurs plutôt autour de 20 à 40 tonnes par hectare par an. Voilà. Donc ça, les sols viticoles, finalement, ce n'est pas un cas très particulier des systèmes de sols qui sont cultivés. Et on aurait pu se poser aussi la question de savoir si finalement ces mesures-là, ces estimations ne dépendent pas des méthodes de mesure. S'il n'y a pas un biais sur ces valeurs-là. Donc là, cette synthèse montre aussi que, alors on ne va pas décrire toutes les méthodes, mais justement, toutes ces méthodes, ça montre qu'à peu près, on est toujours au même niveau, et que donc c'est indépendant, ces estimations, l'ordre de grandeur du moins, est indépendant du choix de méthode. Et donc, ce qui montre que cette valeur de 1 à 2 mm par an, c'est une valeur qu'il faut garder, enfin, au moins le millimètre par an, c'est la valeur qu'il faut garder en tête sur ces vitesses d'érosion. Alors, on peut imaginer que ces vitesses d'érosion, là,
pourrait s'accélérer au regard des changements climatiques. Et c'est ce qui... j'ai repris le document d'ACAM, hein, j'ai fait mes devoirs, et j'ai regardé enjeux paysagers, qui vont amener aussi au déplacement, si j'ai bien compris, au déplacement de certains vignobles, à leur réorganisation, donc aux stratégies d'adaptation. Il va falloir qu'en fait, on regarde en fait ce que va impliquer en fait ces changements ou ces déplacements de terroir vis-à-vis de ces phénomènes d'érosion. Alors avant tout, la question qu'on doit se poser, enfin, moi je vous le pose, hein, voilà, c'est pourquoi il y a de l'érosion. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'érosion? Alors on a parlé effectivement du phénomène de mise en culture, de labour qui va accélérer l'érosion, mais en fait l'érosion, il y a de l'érosion même s'il y a avant qu'il y ait de l'homme, d'accord? Donc c'est un processus qui est naturel. Et ce processus naturel, il ne fait que traduire en fait une remise à l'équilibre des systèmes géomorphologiques qui ont été perturbés par des facteurs forçants. Alors, aux échelles de temps géologiques, c'est la tectonique et c'est le climat, mais c'est la redistribution des masses pour que en fait, la surface de la Terre se remette à un état d'équilibre. Voilà. Donc, ça, c'est important parce qu'en fait, ça veut dire que toute perturbation, qu'elle soit d'origine anthropique ou qu'elle soit d'origine naturelle, va amener à une transformation et à une transformation du relief et des sols. Et ça, c'est important parce que ça marche aussi à n'importe quelle échelle d'espace et de temps. Donc, l'homme est un acteur du même ordre de grandeur, en fait, actuellement on peut le montrer, hein, sur la transformation des paysages. L'homme est un acteur qui est du même ordre de grandeur, qui va générer des transformations en fait, du paysage, du même ordre de grandeur que le font la géologie et le climat. Parce que je vous en montrerai aussi, ces phénomènes finalement de transfert sédimentaire, hein, bon, vous avez déjà vu ces images, hein, on ne va pas y revenir trop longtemps, mais ça se traduit par de l'érosion hydrique, terratoire, mais aussi par des glissements de terre, des mouvements gravitaires. Alors, un des points aussi qu'il faut comprendre quand on travaille sur ces transferts sédimentaires, c'est que ces processus, et là je viens de citer l'homme, je viens de citer le labour, les éléments hydriques, le climat sur des échelles de temps longues, et donc on a toute une série de processus qui vont agir à des échelles de temps et d'espace qui sont différentes. Et donc pour arriver à comprendre et aborder en fait ces questions de changement paysager, il va pas forcément falloir avoir une vision qui est multiscalaire, qui va forcément devoir intégrer à la fois l'événement hydrique et les changements climatiques sur du temps long, à la fois les événements d'érosion qui se passent à l'échelle parcellaire, mais aussi avoir une vision de ce qui se passe à l'échelle du paysage. Donc, il faut avoir une vision en fait d'ensemble qui va être multiscalaire pour arriver finalement à intégrer toutes ces échelles de temps. Et ça, on va arriver à le faire parce qu'on va regarder en fait les objets géomorphologiques à différentes échelles de temps. Et on ne va pas observer finalement les mêmes processus lorsqu'on va regarder ce qui se passe à l'échelle de la parcelle que lorsqu'on va regarder les objets à une échelle qui va être à l'échelle du bassin versant. Voilà. Donc en fait, on va se servir, c'est pour ça qu'il y a un petit schéma là, on va servir de points d'observation ici à différentes échelles d'espace qui vont nous renseigner en fait sur l'intégration, les effets cumulés des processus sur des échelles de temps de plus en plus longues. Et donc, en revenant sur ce petit diagramme ici, là, ça signifie que dans ce diagramme, moi, ce que je vois, c'est je vois réorganiser le terroir, je vois abandon et création de vignobles d'appellation. Donc, tout ça, pour moi, ça va être des facteurs forçants, des facteurs de perturbation. Et donc, je me dis que, voilà, ça, ici, quoi qu'il en soit, ça va générer, et enfin, voilà, c'est comme ça, hein, il n'y a pas de, je n'ai pas de jugement de valeur, voilà, sur ça, mais n'importe quelle stratégie va être à l'origine, finalement, de perturbations qui va être morpho-sédimentaire. Et dans le cadre actuel, on se pose aussi la question de l'impact de l'homme, de l'empreinte de l'homme sur les terroirs, sur les sols, sur le paysage. Voilà, il faudra réfléchir en fait à la stratégie qui peut-être perturbera le moins le signal sédimentaire et morphologique. En tout cas, c'est quelque chose qu'on pourrait réfléchir. Et puis, là aussi, il y a cette échelle de temps et d'espace qui m'intéresse parce qu'on peut réfléchir à cette transformation du vignoble. Mais ce qu'il faut aussi qu'on intègre, c'est cette transformation du vignoble. À quelle échelle d'espace et de temps on veut l'avoir? Est-ce qu'on va réfléchir la transformation du vignoble à l'échelle de la parcelle ou du groupement de parcelles,
ou est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à des enjeux paysagers qui dépassent en fait, finalement l'échelle du micro-bassin. Donc, on n'aura pas forcément les mêmes stratégies en fait, politiques selon l'échelle d'espace et de temps à laquelle on se place. Et l'autre question aussi, c'est une question qui est peut-être plus morphologique, c'est qu'on va perturber le système. Et est-ce qu'il va falloir qu'on soit patient pour voir en fait ce système se transformer, ou finalement, est-ce que ces systèmes vont réagir de façon très vite au changement de politique, de mode d'usage de conduite, ce que vous voulez dans les sols. Donc ça, c'est important aussi, hein, c'est qu'on peut imaginer aussi de modifier notre façon de faire. Pour autant, si les processus ne répondent pas, eh ben, ça ne sert peut-être à rien de modifier tous les 6 modes de pratique si, en fait, il faut laisser le temps pour arriver à voir les choses. Donc ça, c'est aussi une question géomorphologique. C'est essayer d'évaluer en fait le temps de réponse des systèmes géomorphologiques à des forçages qui soient d'origine anthropique ou climatique. Alors, je n'ai pas de solution, mais là, c'est le moment de poser des questions. Alors, le triptyque pour arriver à faire de la géomorphologie, c'est, comme tout le monde, on observe, on analyse ce qu'on a. Alors, moi, je suis plutôt géomorphologue et sédimentologue, donc c'est les sédiments et le paysage qui m'intéressent. On peut faire de la modélisation, et on en a déjà pas mal parlé ce matin, et puis on a parlé aussi des problèmes, finalement, de paramétrisation de ces outils de modélisation, là. Et donc, on peut regarder, finalement, au lieu d'utiliser la prédiction, on peut regarder, finalement, ce qui s'est déjà passé. Ce qui s'est déjà passé dans le temps long, suffisamment long, pour avoir intégré, justement, ces processus. Alors là, il y a d'autres biens, c'est que finalement, je ne vais pas choisir mes systèmes, mes paramètres, je vais faire avec ce que j'ai, voilà. Je n'ai pas le choix de l'étude, des cas d'étude, mais par contre, ce que je vais voir ici, je sais que c'est sûr que ça s'est passé et que je suis certaine en fait que les systèmes géomorphologiques ont répondu de cette façon-là. Et donc, ça peut nous donner des clés de lecture aussi pour documenter la façon dont les changements climatiques ont été perçus par les hommes, les transformations qu'ils ont proposées, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. Et puis, aussi, on parle de cette dégradation très rapide, mais est-ce qu'elle est représentative finalement de ce qui se passait dans le passé? Bon, Jean-Pierre en a déjà parlé un petit peu, mais essayer en fait, de positionner en fait, ce qui se passe actuellement par rapport aux périodes antérieures. Alors, je ne vais pas... Là, je vais illustrer par quelques exemples, on est bien d'accord, parce que sinon, on en envoyait pour des heures et tout le monde est déjà bien fatigué. Mais je vais vous montrer par quelques exemples, en changeant en fait d'échelle, d'espace et de temps, ce qu'on peut dire en fait là-dessus et les questions qu'on peut se poser. Donc là, bon, vous ne voyez pas comme d'habitude, mais il y a marqué à l'échelle du versant, à l'échelle de pluridécennale, ce qu'on peut voir. Donc, notre fameuse image d'érosion avec le substrat qui affleure, ici. Et pour contrecarrer ces effets d'érosion, ce que l'on fait, ce que les viticulteurs font, c'est qu'ils peuvent installer des murets en bas de parcelles. Donc là, on a un exemple assez récent, vous voyez, on est sur une parcelle qui est située à Montélimar, et en bas de parcelle, pardon, en 1991, on voit l'installation d'un muret. Donc, l'étude des images montre que c'est 1991, il y a les travaux. Très bien. Et ici, on a depuis l'année dernière, on a des données topographiques qui sont à 50 cm de résolution spatiale et à 10 cm de résolution verticale, obtenues par le LIDAR, qui permettent d'avoir une vision fine finalement du relief. Et donc, on voit qu'en l'espace finalement de 20 ans, cette parcelle ici, le système morphologique est de ce type-là, hein, on voit bien que cette parcelle ressort ici, là, qui se traduit par ce qu'on attendait par l'attente, ce qui est en fait un ressaut topographique qui correspond en fait à l'effet du muret, ce qu'on voit un petit peu. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des effets latéraux qui n'étaient pas forcément prévus à cette affaire. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le système, finalement, à l'espace de quelques années, il est complètement dépassé parce que les sédiments, quasiment, ils débordent déjà au-dessus. Okay. Donc, on a perturbé le signal topographique. Là, vous avez une belle courbe qui est concave, qui montre en fait on est dans un équilibre topographique. On voit ici que la mise en place de ce muret-là a eu pour conséquence finalement des perturbations avec une augmentation de l'érosion en haut. Donc, d'avoir mis un truc en bas pour arriver à limiter, finalement, ça a accéléré les processus d'érosion en haut. Et puis aussi, ça a perturbé les voisins.
Donc, la parcelle qui est à côté a été perturbée, puisqu'on a généré finalement une différence de relief qui a finalement augmenté la connectivité et donc l'érosion ici. Et donc, on perturbe le signal qui est des parcelles d'à côté. Bon, voilà. Donc, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que les temps de réponse, pour tout, c'est relativement rapide, hein, mais on peut se questionner par les aménagements de la pertinence, en fait, la localisation de ces aménagements et de leur dimensionnement qui doivent être raisonnés. On voit bien ici que l'installation d'un muret comme ça n'a pas de sens, ça va générer finalement et des problèmes à l'échelle de la parcelle et des problèmes à l'échelle même du petit bassin d'accès. Il y avait une autre question aussi sur les effets des pratiques. Est-ce qu'on arrive à quantifier ces effets de pratique et le changement de pratique? Alors, on a fait ce travail, bon, toujours sur mon site, je peux vous montrer la parcelle, elle est. C'est cette parcelle qui est ici, là. On a fait des mesures d'érosion en mesurant le déchaussement des steppes par steppe, la hauteur entre le greffon et puis le sol, en prenant des tribus d'étudiants, moi aussi, hein, parce que voilà, c'est quand même long. Et notamment sur cette parcelle, ce qui est apparu, on est arrivé à mesurer ces vitesses d'érosion à l'échelle de la parcelle, 1 mm ou 1,2 mm par an sur cette parcelle-là, parfait. Mais ce qui est apparu aussi, c'est, donc moi je suis géomorphologue initialement, donc je travaillais là-dessus pour regarder en fait l'effet de la pente, l'effet de la longueur, etc. Et sur un certain nombre de parcelles, et vraiment quand je dis un certain nombre, c'est beaucoup de parcelles finalement, ce signal qui relie la pente à la longueur, on le voit, mais on voit aussi d'autres choses. Et là, notamment, vous voyez sur cette parcelle, peu importe où est la pente, mais vous voyez bien qu'il y a un souci que la pente, elle ne peut pas être perpendiculaire à elle-même en plein milieu de la parcelle. Il y a un truc qui ne marche pas. D'accord? Donc, en fait, là, sur ce schéma d'érosion, le rouge va représenter des vitesses d'érosion qui vont être fortes, des déchaussements forts. Le bleu, des déchaussements qui sont faibles. On voit qu'il n'y a pas de signal linéaire, en fait, entre le haut du versant qui est ici et le bas du versant qui est ici. Okay? Ça ne marche pas. Et on voit aussi, en fait, qu'il y a des signaux, non seulement qui ne suivent pas la pente, mais qui sont obliques à la pente. Si ce n'est pas des forçages naturels, il ne vous reste plus que des forçages anthropiques. Et donc, on est allé chercher les occupations historiques, et donc on est allé chercher les cadastres anciens. Et il se trouve que la morphologie ici, la forme, la façon dont l'érosion se fait actuellement, elle retrace finalement le parcellaire qui date d'il y a 200 ans. Et donc là aussi, ça interroge finalement sur les choix des pratiques actuelles. Ce que l'on fait actuellement va avoir un impact sur au moins ici 200 ans. D'accord? Alors, comme c'était un peu étonnant quand même, pour nous, hein, voilà, comme cette image était un peu étonnante, c'était la première qu'on voyait de ce type-là. Après, on en a vu plein, il y en voit plein partout maintenant. On a repris notre tribu d'étudiants pour refaire l'érosion quelques années après en disant quand même, avant qu'on publie ça, vérifions quand même qu'on ne dit pas de. Et il se trouvait que le viticulteur est passé d'un désherbage chimique à un glyphage. Et donc, en plus, on a pu quantifier l'effet du changement de pratique. Et donc, ce passage de désherbage chimique à glyphage, on a pu montrer que ça multipliait par 2,5 les vitesses d'érosion. Et toutes les lignes que vous voyez là, ce sont les lignes de passage des lignes d'entretien que l'on voit parfaitement bien sur ce site. Donc oui, on arrive à quantifier en plus l'effet de l'érosion et l'effet du choix. Alors, toujours sur ces effets de mode d'utilisation des sols, donc d'autres études ont été faites, donc pas forcément en Bourgogne, ici on change de lieu. Donc un travail qui a été fait, publié par Valdian, il s'est intéressé au signal sédimentaire, où il a essayé aussi de montrer au cours du temps, justement, l'évolution du signal sédimentaire, et en utilisant aussi la documentation historique, essayer de voir en fait quel type d'occupation et quel type finalement de pratique était employé, et le relier finalement au signalement sédimentaire. On voit que au XVIIIe siècle, les vitesses d'érosion, bon, elles sont comme elles sont, mais le signal est relativement faible. Et à partir du moment où on va utiliser des outils de plus en plus sophistiqués, on va dire, on va avoir des vitesses d'érosion qui vont
Tu y vas? J'y vais. J'aimerais bien faire des Il faut que je parte ou pas? Bah, Non, dis-moi, parce que c'est en train de se terminer. Là. Pas tout à fait encore. Non, le boulanger l'a fermé. Voilà. Donc, on voit en fait que l'effet de la mécanisation, ici, l'effet de la mécanisation a été quelque chose qui a vraiment exacerbé les vitesses d'érosion. Et donc, nous, on se trouve finalement sur ce plateau. Donc, à la question de la représentativité des vitesses actuelles, là encore, on a un signal qui montre que finalement, les vitesses, aujourd'hui, les paysages changent très vite, mais ce n'est pas forcément représentatif de ce qui se passait dans le passé. Mais il y a un signal aussi qui m'intéresse beaucoup, c'est que les changements pratiques ou les abandons se traduisent aussi par un retour finalement à des vitesses qui sont plus faibles. Et donc, ça, c'est la note positive. C'est que si on change, les temps de réponse des systèmes géomorphologiques sont finalement très rapides et que si on modifie nos pratiques, a priori, les effets devraient se sentir assez rapidement sur les vitesses élevées. Alors, on était dans ce secteur ici, sur une côte perchée. On va regarder ce qui se passe maintenant à l'exutoire de ce bassin versant là, où on sait qu'il y a une occupation de la ligne depuis plusieurs siècles et extensive, donc depuis le 13e, mais de façon extensive. Ici, on a la carte d'état-major du début du 19e siècle, où on voit que tout ce qui est en violet, c'est déjà cartographié comme étant en ligne. Donc, depuis en fait le 19e siècle, on a une occupation de la ligne qui est importante pour ce paysage et on a pu mesurer, enfin, on a fait des coupes sédimentaires ici au travers on a une route et une digue, donc on a pu faire, dans ce bassin-là, on a pu faire des coupes. Et ce que l'on voit ici, c'est qu'il y a 1,50 m à 2 m de sédiments qui se sont accumulés ici, là, voilà. Et je sais pas, vous n'arrivez peut-être pas bien à lire, mais là, il y a marqué moins 4000 BC, c'est-à-dire là, vous avez l'évolution du néolithique. On a un point avec de la céramique qui montre en fait une occupation néolithique. Donc ça, c'est néolithique, l'accumulation, et ça, c'est depuis en fait qu'on a une intensification des pratiques. Voilà. Alors, évidemment, ça veut dire que la matière qui était sur les versants est descendue, et ça veut dire aussi, encore une fois, que le niveau du sol, au début du 19e siècle, il était 2 mètres en dessous. Ça, c'est en termes de changement paysager. Il y a des vrais changements paysagers. Et là aussi, il y a une indication aussi sur finalement les aménagements, puisqu'en fait, on a cette accumulation parce qu'en fait, il y a une installation d'une route qui est route et digue, et ce qui, cette fois-ci, en fait, a permis le stockage des sédiments. Donc là, on a deux informations qui concernent d'abord voilà, l'accélération des vitesses d'érosion, les changements paysagers qui sont importants. À 2 mètres de dépôt, c'est quand même beaucoup. Et l'effet d'aménagement. Alors, je vous ai montré l'impact de l'installation d'une structure. On peut imaginer, et c'est une des propositions aussi qui est faite, c'est d'abandonner des immeubles. Partons sur le cas, je n'ai pas mis de nombreuses figures, mais partons du cas où on part sur des vignobles qui sont en terrasse. On peut imaginer que l'abandon de ces systèmes cultivés, si on les abandonne, rien ne va se passer. Or, finalement, il y a vraiment de nombreuses études qui montrent que l'abandon de ces systèmes cultivés, notamment des terrasses, va être à l'origine de vitesses d'érosion. Ici, alors, on est d'accord que la plupart diminuent en termes de vitesse d'érosion, mais il existe encore un certain nombre de cas où on s'aperçoit que finalement, même l'abandon de ces systèmes qui sont cultivés vont être à l'origine de vitesses d'érosion. Ici, vous voyez, qui dépassent les 10 tonnes par hectare par an et qui correspondent aux cotes de vitesse qui sont quasiment celles de millimètres par an. Donc, même l'abandon en fait, de ces terrasses doit être accompagné finalement de restauration si on ne veut pas en fait que les systèmes, que les sols perdent ces sols. Alors, on a parlé à l'échelle du versant. Ici, on va encore changer un petit peu de dimension spatiale, on va encore grandir d'échelle. Je vous montre ici une image d'anciens systèmes cultivés, qui sont parcellaires ici, cultivés qui ont été abandonnés au début du XXe siècle avec une reconquête forestière.
Et donc, ces images lidar, ici, nous permettent d'avoir accès aux paysages passés. Vous voyez ces paysages cultivés. On ne voit plus du tout, d'ailleurs, maintenant, sur la toile. Hein, donc, c'est des images un peu magiques ici. Et alors, ce qu'on ne voit pas bien là, on voit bien ici, c'est l'existence de ce parcellaire important. Et on voit aussi ici l'existence de ce petit vallon, de ces vallons, ici. Et il se trouve que ces vallons, si j'ai bien fait mon travail, on peut travailler en calculant les différences de topographie relatives qui peuvent mettre en évidence finalement des zones d'accumulation et des zones de d'érosion. Et donc, tout ce qui est rouge va correspondre effectivement au système de terrasse, mais on voit que dans ces vallons-là, vous voyez qu'il y a des petites taches, ça devrait être tout bleu, et on voit qu'il y a des taches jaunes, ici, plus loin, et qui montrent en fait le déplacement des stocks sédimentaires. Et donc, non seulement en fait, les vitesses d'érosion vont avoir un impact paysager sur le parcellaire, sur le petit bassin versant, mais en fait, par effet de cascade, ça va avoir aussi des influences sur même les domaines alluviaux. Et donc, on sait qu'il va y avoir des phénomènes d'aggradation, de dégradation, qui peuvent être liés au phénomène d'accumulation et de transport en fait, de ce qui aurait été surcultivé, surlabouré, il y a ces exports de matière. Donc, finalement, ce que je voulais montrer, c'est que des changements de paysagers à l'échelle locale vont avoir des répercussions à des échelles qui sont régionales, et la nécessité d'avoir une approche probablement multiscalaire ou d'aménagement intégré pour éviter en fait des transformations trop importantes. Et puis le dernier point, j'ai marqué des héritages morphologiques qui sont quasiment irréversibles, c'est-à-dire que voilà, on a des traces, des empreintes, des signatures qui font parfois des paysages culturels. Hein, donc là encore, ça peut être intéressant pour ce qu'on veut classer. Mais transformer un paysage par l'homme, c'est jamais anodin, ça va laisser des traces. Presque dernière diapo. On a changé d'espace. Cette fois, on va encore reprendre un petit peu du temps long. Donc là, je vous présente une image où il y a une étude en Allemagne, cette fois-ci, qui a été faite. Où les auteurs ils ont reconstruit le signal sédimentaire que vous voyez ici en bleu, à partir des archives sédimentaires, de datation, etc. Et par des analyses polyniques, de ce qui est encore contenu finalement dans le sédiment, on arrive à reconstituer les modes d'occupation des sols. Et donc, ça, c'est dessiné derrière. Et donc, on voit assez clairement, finalement, la relation qui existe entre les vitesses, l'augmentation des vitesses d'érosion et les défrichements, en fait, la diminution des forêts au profit des champs cultivés et des prés. Donc, une anticorrélation, enfin, même une anticorrélation entre les bois et le signal sédimentaire, avec ce signal qui est cyclique ici. Mais aussi, ce qui peut nous intéresser, c'est ces deux pics qui sont ici et ici, qui finalement traversent le petit âge glaciaire, là, où on voit finalement que l'augmentation ici importante du flux sédimentaire peut être liée à des changements d'occupation, de pratique, mais aussi elle correspond finalement à des changements climatiques, avec l'effet du climat qui va finalement exacerber à la fois les vitesses d'érosion, mais aussi les phénomènes de déplacement de la matière. Pour cette période-là. Et puis, il y a ce petit pic-là, qui est en fait une crue, qui est décrite par les archives aussi, et qui doit nous rappeler finalement ce qui s'est passé en Allemagne cet été-là, avec les effets qu'on peut lire encore, je vous dis, dans le paysage actuel, pas de juillet 2022, on est d'accord. D'ailleurs, 2022. Hein. On verra. Oui, on verra. Donc, des systèmes de ravines qui sont encore fonctionnels. Et les auteurs estiment que finalement, pendant un événement qui a duré 3-4 jours, je vous dis qu'il y a 50% du volume fluvial, c'est du stock sédimentaire des versants, qui a été évacué en 3-4 jours. Alors, vous n'avez pas forcément la réflexion qu'on peut avoir sur les aménagements, etc. Mais c'est une vraie question que l'on doit se poser sur la gestion en fait des volumes sédimentaires et qui a été, enfin, c'est une des hypothèses, qui a été à l'origine finalement, puisque les terres n'étaient plus là, de migration de populations qui n'avaient plus de terre à cultiver.
Donc, au final, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que on a parlé d'adaptation des pratiques, mais il me semble qu'il faut réfléchir à l'adaptation des pratiques en même temps avec des changements ou des changements d'aménagement, de la construction d'aménagement qui doit être adapté finalement aux pratiques que l'on va mettre en place. Que dans tous les cas, on va générer des déséquilibres morphologiques et sédimentaires avec des vitesses de transformation qui sont rapides, des temps de réponse qui sont rapides, mais en même temps, c'est bénéfique, hein, c'est grave si en fait on ne fait rien, mais en même temps, on sait aussi que les changements pratiques peuvent avoir des effets rapides sur le signal morphologique et sédimentaire. Montrer aussi que quel que soit ce qu'on va y faire, on va laisser une empreinte sur le temps de l'eau. Et donc là, encore une fois, dans cette réflexion qu'on peut avoir sur la neutralité, la dégradation des sols, voilà, est-ce que vraiment le changement le choix d'abandonner certaines zones pour d'autres, est-ce que c'est pertinent? La nécessité aussi de travailler sur des échelles de temps et d'espace différentes, parce qu'on ne va pas aborder les mêmes processus sur ces échelles-là. Et puis, enfin, je crois aussi quand même beaucoup à la modélisation, mais pas n'importe quelle modélisation, du coup, celle qui va pouvoir intégrer ces échelles de temps, ces différentes échelles de temps et ces différentes échelles d'espace, et notamment qui est celle qui va pouvoir intégrer les événements. Je mets une petite image, d'accord, ce que j'aime bien.